Au sommaire de cette édition en religion, le grand programme de prière dénommé le premier grand marathon de prière de la ville d'Abidjan se tiendra le vendredi 4 décembre 2015 dans la commune de Yopougon. Actualité africaine en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a été investi ce mardi 3 novembre 2015. Au Togo, la presse inquiétée par le nouveau code pénal. Et en Espagne, la police arrête 3 djihadistes présumés prêts à agir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Parlons à présent de religion. Comme annoncé dans les titres, le 4 décembre 2015 sera organisé un grand programme de prière dénommé Premier Grand Marathon de prière de la ville d'Abidjan. Revenons à présent sur l'entretien avec le révérend Paulet qui situe les enjeux de ce grand moment spirituel. Le marathon de prière, c'est au juste le premier grand marathon de prière organisé pour la ville d'Abidjan. Je précise bien, lorsqu'on parle du premier grand marathon de prière organisé pour la ville d'Abidjan, ça peut être organisé ailleurs. Pour le moment, c'est Abidjan qui a été choisi pour bénéficier de cet événement. Et de ce quoi, Yopougon. Et il faut préciser que Yopougon, comme on le dit, est la capitale de l'évangile. C'est ce qu'on dit, mais je pense que toutes les communes à Abidjan méritent, je pense bien, selon ça dépend de moi, méritent de recevoir le marathon de prière dans leur localité. D'accord. Parce que je pense que, spirituellement parlant, ça va apporter quelque chose d'abord à la communauté et puis aussi aider le corps de Christ à aller encore en profondeur avec Christ. Donc, pour répondre à votre question, c'est pour dire que aujourd'hui nous constatons qu'il y a un sérieux problème dans la vie des chrétiens. On ne comprend pas souvent. Il y a des personnes qui prient, qui jeûnent, qui font tout, mais ils constatent que la situation perdure. À l'image de Jésus qui avait reçu cette coupe, il avait vu ce qui se cachait à l'intérieur de cette coupe. Il devait aller à la croix. Et moi, ce qui m'a marqué, la Bible dit que Jésus s'est retiré pour prier. Et la Bible mentionne qu'il a prié jusqu'à ce que sorte de lui la sueur. Et cette sueur-là n'était pas comme n'importe quelle autre sueur, mais c'était une sueur transformée en sang. Il était trempé. Il était trempé. Pour dire qu'à la veille des challenges, à la veille des situations compliquées, il faut bien que nous fassions comme Christ. Voilà. Rentrer dans la prière, prier avec insistance jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. Et ce concept tourne autour du verset de Jacques, le chapitre 5, le verset 16, dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc ce jour-là, c'est un temps de prière où chacun viendra pour pouvoir traiter son cas. Voilà, traiter son cas, c'est-à-dire tu viens avec ton sujet de prière, tu fléchis les genoux devant Dieu en fonction des différentes séquences qui seront données. On va flancher, c'est-à-dire chacun va être concentré sur son cas et on va prier sérieusement pour les cas. C'est pas une histoire, on donne un sujet et puis on prie, on s'en va. Non, on va s'attarder sur les cas parce que ça part de 18h jusqu'à 6h du matin. On aura assez de temps pour prier pour les cas. Et je précise bien, ce n'est pas une église qui organise. C'est BNTV qui organise pour le corps de Christ. Le 4 décembre, c'est un peu trop difficile pour certaines personnes. C'est le premier vendredi de décembre. Pour défier les sorciers, pour défier ces personnes-là, pour dire que nous allons commencer très fort. Et je dis bien, c'est 18h à 6h du matin. 18h à 6h du matin en Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon à la BAE. Les églises évangéliques La Majestueuse, à travers la fondation Cœur et Cœur, ont fait des dons à l'hôpital général de la commune de Yopougon. Cette action sociale a été suivie d'un grand concert dénommé le Concert de la vie. Suivons ce reportage. Les églises évangéliques La Majestueuse de la commune de Yopougon, dirigées par le pasteur Kassi, ont toujours eu à cœur le bien-être d'autrui. À cet effet, la fondation Cœur et Cœur, issue de la dite église, a fait montre de son amour et sa fraternité envers les semblables. Ce dimanche 1er novembre 2015 a été marqué par des actions sociales de la part de la fondation et de ses partenaires, Fondation Déborah G. Les membres ont offert des kits sanitaires à la direction de l'hôpital général de la commune de Yopougon, en abrégé PMI, et aux femmes qui ont donné naissance au bébé. Une action sociale qui est le prélude au concert de la vie. Ce concert a pour objectif de célébrer la vie et reconnaître les bienfaits de l'Éternel, car il nous a donné la vie, la protection, la fidélité. Une vision initiée par l'église évangélique La Majestueuse et la fondation Cœur à Cœur
En témoignent les mots du pasteur Kassi et le prophète Emmanuel. Christ est la vie. Celui qui a Christ, il a la vie. Et nous voulons, au travers de ces trois mots, donc donner, aider et partager, définir cette semaine. C'est une semaine où nous allons manifester le don. Nous avons fait des donations au travers de la fondation de l'Église. Nous avons aidé des gens à avoir la vie, en priant pour les malades, en apportant un soutien à ceux qui ont besoin de vivre. Nous avons aidé, nous avons partagé. Et tout à l'heure, nous nous retrouvons au concert. C'est aussi un moment de partage. Nous allons nous retrouver pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Nous croyons que dans la louange, dans l'adoration, Dieu siège dans la louange, la Bible dit. Nous croyons que Dieu va établir encore la vie, que Dieu va multiplier la vie, que Dieu va apporter la vie. Nous voulons aider quelqu'un à guérir. Nous voulons aider quelqu'un à retrouver l'espérance. Nous voulons aider quelqu'un à vivre. Je veux vous inviter. Je voudrais que chacun puisse saisir cette occasion en ces temps difficiles pour dire merci à Dieu qui a préservé notre pays. We have been celebrating this week of life. Nous sommes en train de célébrer cette semaine de la vie for years now. Depuis des années. Nous sommes à la 5e édition. A huge blessing to us. Et c'est une grande bénédiction pour tous. We started this week of life on Thursday. Nous avons commencé cette semaine de la vie par ce programme qui a débuté le mercredi. And we saw so many miracles. Et nous avons vu beaucoup de miracles. Ce grand concert a été marqué par la présence des chants de l'Éternel, à savoir David Lukezo, la servante de l'Éternel Marie Etakassi et Richard Krami. L'actualité africaine à présent, comme annoncé dans les titres, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a été solennellement investi ce mardi 3 novembre 2015 à Abidjan comme président de la Côte d'Ivoire pour un mandat de 5 ans au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de sa réélection au premier tour de la présidentielle du 25 octobre 2015 avec 83,66% des suffrages. Crédité de près de 84% des voix à la présidentielle ivoirienne du 25 octobre dernier, Alassane Ouattara a été déclaré vainqueur au premier tour par le Conseil constitutionnel. Ce mardi, il a prêté serment à Abidjan. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. En présence des chefs d'État sénégalais, Macky Sall, par ailleurs président de la CEDEAO, et béninois Boni Yayi, Alassane Ouattara a exprimé sa gratitude au peuple ivoirien et présenté ses chantiers prioritaires. Nous devons renforcer notre processus de réconciliation nationale. Ensuite, le deuxième grand point, nous devons nous munir d'une nouvelle constitution qui doit garantir l'égalité de tous. Quelques adversaires d'Alassane Ouattara à la présidentielle 2015 ont pris part à la cérémonie en compagnie de nombreux invités, du corps diplomatique, des chefs d'institutions, ministres, autorités religieuses et traditionnelles. Il était bon que nous fassions acte de présence pour rester dans la continuité des positions que nous avons prises, pour témoigner de notre respect des institutions de la République et de notre engagement à bâtir une démocratie civilisée. Nous, en tant que ces adversaires politiques, nous allons le suivre aussi pas à pas. Et le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens gagnent cette démocratie et qu'elle puisse sortir grandir. Si tous les citoyens font, chacun fait
actuent dans la paix, ils travaillent pour la paix et avec le respect. Je crois que même les leaders politiques trouveront aussi plus de force pour bâtir ensemble la réconciliation que tout le monde souhaite vraiment. En Angola, 18 jeunes activistes angolais ont été arrêtés dans la capitale de la province de Benguela précisément, alors qu'ils participaient à une manifestation de soutien aux 15 opposants incarcérés, eux. Depuis juin à Luanda et accusés aussi de rébellion et de tentatives de destitution du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. 18 jeunes activistes angolais ont été arrêtés dans la capitale de la province du Benguela alors qu'ils participaient à une manifestation de soutien aux 15 opposants qui étaient déjà incarcérés depuis juin à Luanda, opposants accusés de rébellion et de tentative de destitution du président dos Santos au pouvoir, vous le savez, depuis 1979. Parmi ces premières personnes qui avaient été arrêtées, il y avait notamment le rappeur Luati Beirao, dont les 36 jours de grève de la faim qui se sont interrompus fin octobre avaient été très médiatisés. Deux autres rappeurs engagés et très connus également en Angola figurent aussi parmi les 18 personnes nouvellement arrêtées samedi dernier. Il s'agit de Sigilo Subobarno et de Avisto Bota. Pour le procureur général de la province de Benguela, ces personnes arrêtées samedi sont accusées d'avoir troublé l'ordre public. Leur avocat, qui n'a pas encore pu rencontrer les prisonniers, estime que les jeunes gens devraient être maintenus en détention au moins jusqu'à leur procès. Un procès qui pourrait se dérouler ce jeudi ou vendredi. Au Togo, c'est la consternation au sein des organisations de presse de ce pays depuis que le Parlement togolais a adopté un nouveau code pénal, il faut le signifier, parmi les dispositions qui interpellent certains articles et qui introduisent aussi des peines privatives de liberté en cas de délit de presse. C'est la consternation au sein des organisations de presse du Togo depuis que le Parlement togolais a adopté un nouveau code pénal. Parmi les dispositions qui interpellent, il y a surtout l'introduction de certains articles qui parlent des peines privatives de liberté en cas de délit de presse. Composé de 1205 articles, le nouveau code pénal du Togo énonce par exemple en son article 497 que, je cite, « la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une amende d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. » Fin de citation. Très sincèrement, cet article 497 qui fait partie du nouveau code pénal du Togo suscite en moi de l'indignation. Est-ce que c'est ce que le chef de l'État Faure Gnassingbé a besoin, c'est ce dont il a besoin aujourd'hui pour la démocratisation qu'il essaie de cultiver pour le pays? Est-ce que c'est de ça qu'il a besoin aujourd'hui pour faire avancer le Togo, quand on sait qu'il y a plein de projets pour lesquels le Togo fait aujourd'hui de lobbying, prenant en compte la liberté de la presse pour continuer de travailler dans le sens du développement du pays? Je ne pense pas que les partenaires du Togo doivent accepter ça. Il faut qu'ils retirent tout simplement cet article 497 du code pénal qui fait entorse à la liberté de la presse dans notre pays. Nous sommes scandalisés, nous sommes choqués au niveau de la presse de ce recul spectaculaire du gouvernement togolais, parce que nous pensions être dans une logique d'état de droit, de démocratie, où le Togo pourrait gagner des points à travers les partenaires avec les différents programmes de Million Challenge Account, avec l'organisation du sommet de l'UPF, avec les évaluations qui se font par les institutions et par des partenaires. Et la liberté de presse est un gage de toutes ces initiatives et de toutes ces évaluations. Nous venons que c'est avec regret que nous constatons que le gouvernement togolais vient encore tomber dans l'escalade de l'atteinte à la liberté de presse de façon aussi grave. Je ne sais pas dans quel état de droit nous sommes, je ne sais pas quel état de droit nous cultivons, alors que le Togo est en train de siéger à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Il y a seulement une semaine, on prend des dispositions qui vont à l'encontre des instruments internationaux en matière de liberté, en matière des droits de l'homme. C'est un recul suicidaire pour la démocratie togolaise. Nous allons nous mobiliser pour faire échec à ces cavaliers de la prédation de la presse au Togo.
Revenons à présent sur le crash en Égypte. Les enquêteurs ont commencé le mardi dernier à analyser le contenu des boîtes noires de l'Airbus russe qui s'est écrasé ce samedi dernier dans le désert du Sinaï pour tenter de déterminer si son crash a été provoqué par un accident ou un attentat. Mais le président égyptien a néanmoins prévenu que l'enquête pourrait être longue. 3 jours après le drame de Sharm el-Sheikh en Égypte, la douleur est toujours présente à Saint-Pétersbourg. Un accident d'avion et 224 victimes russes selon le maire de la ville. Aujourd'hui, nous connaissons avec certitude le nombre de victimes et leur région d'origine. Il y a 132 personnes de Saint-Pétersbourg, 46 de la région de Leningrad et 34 venues d'autres provinces russes. La douleur est insoutenable pour les proches et autres anonymes qui rendent hommage à ces victimes dimanche, au lendemain du drame, décrété journée de deuil national. Notre amie est morte dans ce crash. Nous sommes en deuil et si tristes que nous sommes venus ici pour soutenir les proches et les amis des victimes. C'est vraiment difficile d'accepter tout ça. Je ne peux pas décrire la douleur que nous ressentons. Toute la Russie pleure les victimes aujourd'hui. J'ai regardé les infos et je ne peux pas m'arrêter de pleurer. C'est vraiment très dur, c'est très effrayant. Pendant ce temps, une question se pose sur le lieu du drame en Égypte. Cette tragédie est-elle un accident ou un attentat? En attendant de retrouver les corps dans les débris de l'Airbus dans le désert du Sinaï, la compagnie Metrojet donne sa version des faits. Il n'y a pas eu de défaillance technique qui pourrait expliquer que l'avion se brise en plein air. La seule explication possible est une sorte d'action extérieure. L'avion ne peut pas se briser de lui-même en air à cause d'une défaillance technique. L'ambassadeur russe en Égypte, quant à lui, hésite également sur les causes du crash. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve, pouvant soutenir une théorie ou une autre. Alors, un attentat? C'est ce que revendique le groupe État islamique qui aurait fait tomber l'Airbus A321 en représailles au bombardement russe en Syrie. Une revendication qualifiée de propagande par le président de l'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi, dans un entretien mardi à la BBC. Plus tôt dans la matinée de lundi, les premiers corps sont rapatriés à Saint-Pétersbourg où le ministère russe des situations d'urgence s'active à les identifier. Ce mardi, ce sont les boîtes noires de l'avion qui font l'objet de toutes les attentions. Enquêteurs russes, français et allemands s'activent pour en tirer des informations. Mais en attendant les résultats, les services de renseignement américains avancent déjà une autre hypothèse. Un flash de chaleur capté par satellite pourrait faire penser à une bombe ou d'autres possibilités. En Turquie, c'est une découverte dont le grand public pourra profiter dans 2 ans à peine. Dans ce pays, les restes d'une basilique byzantine ont été repérés l'an dernier dans le lac Inzik par hasard lors d'un vol de la région de Bursa à l'occasion d'un inventaire historique. C'est une découverte dont le grand public pourra profiter dans 2 ans à peine. Les restes de cette basilique byzantine ont été repérés l'an dernier dans le lac Iznik, par hasard lors d'un survol de la région de Bursa en Turquie à l'occasion d'un inventaire historique et culturel. La ville de Bursa était sous l'Empire romain un lieu phare du christianisme. Ensuite, elle est connue comme la première capitale de l'Empire ottoman, des lettres de noblesse qui ont permis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bientôt, les touristes feront une expérience inédite dans le premier musée sous-marin de Turquie, explique le maire. Notre objectif, c'est d'avoir un lieu que tout le monde pourra visiter. Nous allons évacuer l'eau et créer une structure autour en verre où le public pourra pénétrer, sentir l'histoire, sentir l'ambiance dans ce muséum archéologique sous-marin. À 20 mètres de la rive, la merveille engloutie est à peine sous 1,50 m, 2 mètres d'eau. Les chercheurs pensent que l'édifice s'est effondré lors d'un tremblement de terre en 740 et que la côte a été submergée. En Espagne à présent, la police a arrêté ce mardi à Madrid 3 djihadistes présumés qui, d'après les autorités de ce pays, étaient bien décidés à commettre un attentat dans la capitale espagnole. Les interpellations ont eu lieu au petit matin dans des quartiers différents. Suivons cet élément.
En Espagne, la police a arrêté ce mardi à Madrid 3 djihadistes présumés qui, d'après les autorités, étaient bien décidés à commettre un attentat dans la capitale espagnole. Les interpellations ont eu lieu au petit matin dans différents quartiers. Les 3 hommes arrêtés sont de nationalité marocaine, âgés de moins de 30 ans. Ils résidaient légalement en Espagne. Le ministre de l'Intérieur a précisé que le but de ces djihadistes présumés n'était pas de recruter des volontaires pour aller se battre en Syrie ou en Irak, mais bien d'agir en Espagne. Ces derniers mois, les policiers espagnols ont démantelé plusieurs filières djihadistes. Il s'agissait d'individus qui se livraient à l'endoctrinement et au recrutement pour le compte du groupe État islamique. Selon le ministre de l'Intérieur, en 4 ans, ce sont près de 171 djihadistes présumés qui ont été interpellés en Espagne par la police et la garde civile. Une mère de 35 ans a lancé ce lundi 2 novembre 2015 un appel à l'État français et aux autorités compétentes après l'enlèvement présumé de sa fille de 3 ans par son ex-mari, craignant ainsi qu'il soit parti faire le djihad en Syrie. Son dernier message date de vendredi sur Skype. Il m'a envoyé un message auquel je vais vous le lire. Lila va bien, elle est en bonne santé. Je jure par Allah, je n'ai pas fait ça pour me venger de toi. Bien que le résultat est le même, ni pour me venger de ma fille en la privant de sa maman, ni pour me venger de mes parents en les privant de leur petite fille et leur fils. Il était radicalisé, pour plusieurs raisons. C'est pour ça que je suis persuadée à 1000% qu'il est là-bas. S'il n'est pas encore parti en Syrie, en tout cas c'est son plan. Tout me laisse à penser qu'il y est déjà. Il se trouvait aux dernières nouvelles le mardi 27. À sa dernière connexion par mail, il se trouvait à 40 km de la frontière. J'ose même pas imaginer les conditions dans lesquelles se trouve ma petite fille. Elle a 3 ans et demi, elle est consciente de tout. Et voilà, je demande à l'État français et toutes les autorités compétentes au plus haut niveau de tout faire en sorte pour qu'ils retrouvent ma fille. Je les supplie pour ça parce que c'est juste insupportable. Ça va être le combat de ma vie. Je remuerai ciel et terre pour la retrouver, mais voilà, je vais avoir besoin d'aide. Maintenant, il faut que les moyens de l'État se mettent en mouvement. Les moyens de l'État, c'est quoi? C'est le Quai d'Orsay, c'est les affaires étrangères, bien évidemment, avec les contacts en Turquie, mais aussi peut-être en Syrie, et surtout le président de la République et le Premier ministre. Il faut que la photo de cette gamine soit diffusée partout, 3 ans et demi à 30 km de la frontière syrienne, entre les mains de son père qui manifestement s'est radicalisé. Il y a une urgence à agir, donc c'est l'État qui doit agir. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur Blessing Channel. Dieu vous bénisse.